Donc, ma présentation, en fait, va porter sur les démarches, de valorisation et la consommation, en termes déjà, de points un peu à date et puis, de perspectives, dans ce contexte inflationniste dont, Christine Roguet, vient de rappeler un peu quelques éléments. Donc tout d'abord, en fait, quelques données de cadrage. Donc le consommateur, en fait, on vient, en partie de l'évoquer, il est face à une offre très diluée. Pourquoi? Parce que de toute façon, en port, les SIQO pèsent 5 pour ce qui concerne la production. Le label rouge, premier signe, en fait, pèse à peine 4. Si on se compare, en fait, aux autres espèces, on peut se rendre compte que, par exemple, on est assez loin, du lait, alors peut-être des œufs, si on reste effectivement vraiment dans les produits carnés au-delà des produits animaux, du poulet, en fait, avec 18 et on situe grosso modo, en fait, comme le bovin. Maintenant, si on sort, en fait, des produits carnés et qu'on regarde dans d'autres catégories de l'alimentaire, donner un peu aussi, de la respiration, en fruits et légumes, on est à 3. Donc dans les SIQO, en fait, on retrouve jamais évoqué le label rouge, second, le label, AB et puis, les AOP, IGP. Alors, seul, le bio progresse. Maintenant, quand on dit qu'il progresse, plus 20 points sur un an, ça reste en fait une progression extrêmement modérée. Parce que sur un segment aussi petit que celui-ci, en fait, pour vraiment parler de croissance, il faudrait plutôt être sur des croissances à plus 30, plus 40, plus 60. Rêvons un peu. Alors maintenant, si on se fait un focus, sur le label rouge et le label rouge IGP. Juste pour rappel, en fait, le label rouge, dont on vient de rappeler, en fait, qu'il date des années 60, donc il a 60 ans à peu près. Il a progressé, en fait, par extension avec une addition de références supplémentaires porteuses du label rouge, premièrement, et puis ensuite il s'est adjoint, par exemple, l'IGP en 2010, puis, quelque part, en fait, l'AOP qui est arrivée, en 2016. Donc tout ça, effectivement, ça a progressé pas à pas. Maintenant, ce que l'on peut observer, si on regarde la catégorie, charcuterie, qui correspond en fait, à un peu plus de la moitié, en fait, enfin, grosso modo la moitié des volumes produits et commercialisés, en 2021, les labels, en fait, ils sont portés par de multiples catégories. Derrière, on sait très bien qu'il y a une notion de valorisation carcasse, mais l'effet, en fait, revers, on va dire, c'est que finalement les produits, quand on se positionne face à un rayon au jambon, c'est extrêmement dilué, on a très peu de facing, donc le repérage est complexe pour les consommateurs. Même chose pour le label rouge IGP, AOP. Quand on regarde ce qui se passe en fait, sur le plan de la distribution cette fois et qu'on se positionne en ce qui concerne la viande, de porc, donc de détail. Même chose, c'est à peu près, l'autre moitié justement. On peut observer que la GMS ne pèse que 60, alors qu'effectivement, tout, produit, du porc, elle pèse plutôt 75-78. La boucherie a un poids important avec 40. Elle gagne, donc, enfin le label rouge, gagne, en taux de pénétration effectivement sur ce segment-là, mais ce segment-là recule. Donc finalement, l'orientation n'est pas nécessairement, positive et sur la GMS, parce que la GMS a fait de la place pour d'autres offres telles que effectivement progressivement le bio, même si elle se désengage aujourd'hui, ou le local, plus récemment, bah, finalement, pour ce qui concerne les labels rouges et labels rouges IGP, c'est une perte, moins 5 points en termes de part de marché. Alors maintenant, si on regarde ce qui se passe cette fois sur le deuxième signe le plus important dans les SIQO, qui est le bio. Alors là aussi, je n'ai pas forcément des bonnes nouvelles, c'est qu'on a un potentiel de développement qui est limité en produits carnés. Pourquoi? Parce que ce sont plutôt des consommateurs qui ont déjà fait l'arbitrage de réduire cette typologie de produits dans leurs dépenses globales et qui vont plutôt en fait, pousser, fruits et légumes frais, ou bien, les légumineuses. Donc en fait, on se retrouve avec une part des dépenses, en, produits bio, en produits carnés, donc qui est 2 fois plus faible, qu'en conventionnel. Donc 9 points versus 18 points. Alors quand même, si on regarde ce que représentent, donc, les produits de porc, viande de porc et charcuterie bio dans l'ensemble en fait des produits carnés, c'est un petit tiers. Et puis ça progresse sur 2 ans. 21 par rapport à 2019, on est grosso modo sur des progressions à plus 7-8. Maintenant, ça progresse moins effectivement que la viande bovine ou que la volaille qui est plutôt en fait sur des croissances à plus 10. Quand on se souvient tout à l'heure de la progression en fait des labellisations, vous voyez bien qu'il y a un écart, mais c'est aussi parce qu'il y a du déclassement. Pas oublier que tout ce qui est produit en bio n'est pas commercialisé en bio. Et puis contrairement en fait au label rouge, il y a une meilleure en fait dispersion sur tous les produits. Bah, les produits bio sont plutôt concentrés en fait vers
Donc, je peux focuser, par exemple, sur le jambon, sur l'épaule, par exemple. Alors, sur le plan de la distribution, on retrouve à peu près la même physionomie, on va dire, qu'en label rouge, avec une plus forte présence de la GMS, mais on a aussi en fait un autre circuit qui est la distribution spécialisée, qui pèse 20% grosso modo en viande de porc et un tiers en fait en charcuterie. Puis on retrouve de manière plus modérée en fait en viande de porc les 11% que sont les débouchés dits artisanaux. Alors, qu'est-ce qui se passe en fait sur tous ces signes de qualité? En fait, ce que l'on observe, c'est que quand on regarde psycho et démarche, finalement, on est dans des démarches additionnelles, hein. Christine Roguet, justement, évoquait l'adjonction du BEA avec les démarches d'origine. Finalement, il y a des tas de combinaisons qui fonctionnent et puis après, ça s'additionne, hein. Ce n'est pas uniquement à deux niveaux. Pourquoi? Parce qu'en fait, finalement, le champ de l'alimentation durable s'est progressivement étendu. Il a été porté en fait sur les univers de la santé et ça reste toujours en fait très prédominant auprès des consommateurs. Et puis s'est étendu plus récemment et avec beaucoup plus d'exacerbation vers le champ de l'environnement. Alors ça se traduit comment? Alors on a évoqué effectivement la notion d'origine, hein, qui renvoie à la fois à l'environnement et à la santé, viande de France, le porc français, mais on a aussi l'étiquetage en fait nutritionnel, Nutri-Score, et puis aussi beaucoup de réflexions en fait autour des produits transformés avec des signes comme SIGA, qui est un indicateur en fait de transformation des produits et qui renvoie au domaine de la santé. Puis plus récemment, effectivement, et encore en cours de débat, même s'il y a déjà des signes, des labels présents sur les produits au travers du Planet Score, l'EcoScore, pour ce qui concerne effectivement l'environnement. Et enfin, tout ce qui concerne la réduction des antibiotiques. Vous voyez en fait deux illustrations à côté en fait sur les jambons. Et donc ce que l'on peut voir en fait, c'est qu'il y a une juxtaposition, pas pour tout, mais pour une partie des produits, entre une segmentation qui renvoie à ce que vous aviez évoqué certainement au cours de cette journée, à l'offre et au mode d'élevage, mais aussi qui se juxtapose avec une différenciation retard qui est beaucoup plus en aval de la chaîne de valeur, comme des produits effectivement sans taux de sel réduit, la juste rémunération du producteur, qui est une approche en transversale, mais qui n'affecte pas effectivement la démarche de production. Bon, Bleu Blanc Cœur étant une approche un petit peu différente. Alors maintenant, on nous parle beaucoup aussi aujourd'hui de la haute valeur environnementale. Alors, je vous ai mis ce chiffre tout en sachant bien qu'il est controversé, compte tenu en fait des indicateurs qui sont pris en compte pour le porc dans l'HVE au regard en fait d'aspects de SAU et que je ne comparerai surtout pas en fait avec d'autres espèces comme les espèces bovines. Et simplement du côté du consommateur, quand on est avec ce pourcentage-là, on a peu de chances de voir apparaître effectivement ce label de qualité. Or, on va voir un petit peu plus loin qu'il est important pour les consommateurs. Donc, au global, les consommateurs, où est-ce qu'ils en sont par rapport à tout ça? Finalement, ce qu'ils disent, c'est qu'ils ont une bonne perception des labels. Ils ont une méconnaissance, ils ont parfois en fait un manque de confiance. Et ce qui se passe, c'est qu'il y a globalement en fait une bonne acceptation. Il y a 83% d'entre eux qui prennent en compte en fait ces aspects-là. Il y a 57% qui estiment que c'est rassurant en fait d'avoir plusieurs logos. Finalement, ça répond à tous mes besoins. Et même, ça va jusqu'à 65% dans les populations les plus éduquées. Ce qu'ils recherchent, en fait, c'est la transparence, 62%, et l'origine, 59%. Ça, c'est une enquête, en fait, tout à fait récente d'Aris Interactive pour AgriConfiance. Mais, en fait, ils ont des difficultés de repérage. Et surtout, ils ne comprennent pas, en fait, ce qu'il y a derrière, en fait, ces signes de qualité. Donc, ils sont 82% à ne pas toujours savoir ce que l'on met derrière les signes. Il y a vraiment besoin à la fois d'une démarche de preuve, d'éducation, de pédagogie. Le deuxième point qui est important et qui peut peut-être vous surprendre, c'est que finalement, part de notoriété, et le label rouge a une bonne part de notoriété, ne vient pas toujours en fait avec la confiance. Et vous voyez, le label rouge, c'est la notoriété assistée, c'est-à-dire une fois qu'on a posé la question, on est à plus de 9 consommateurs sur 10 qui connaissent, mais en fait, en termes de confiance, ça descend quasiment de 20 points. Quand on regarde l'origine France garantie, on est pas mal parce que finalement, c'est équivalent. Et le bio, on a une plus de confiance effectivement que de connaissances. En même temps, là, on a présenté en fait des logos. Pour ce qui concerne le bio, l'indicateur en fait de la part de confiance est supérieur à celui de la notoriété assistée, 62 versus 53.
Et alors là, grosse surprise pour l'HVE, très peu connu, 13% en fait, de part de notoriété assistée. Et pourtant, en part de confiance, en fait, on est à 96%. Mais tout ça, ça renvoie aussi alors, à la compréhension HVE, haute valeur environnementale, ça nous parle d'environnement, donc il y a un territoire d'évocation qui est compris par le consommateur. Dans les études, il faut aussi avoir en fait les niveaux d'interprétation. La deuxième chose, c'est qu'il ne faut pas oublier que le consommateur aujourd'hui s'inscrit dans une forme de défiance avec tout ce qui est un petit peu industriel, tout ce qui lui paraît un peu trop maîtrisé, trop léché, etc. Et une envie aussi de découverte. Alors justement, l'intérêt, c'est aussi d'aller regarder ce qui se passe auprès de la génération Z, celle des 18, en fait, 35 ans. Donc eux, ils ont vraiment, mais c'est aussi valable, ça s'étend dans l'ensemble de la société, de sens, de vrai, de goût. Et eux, ils considèrent effectivement que le sens, ils l'ont avec Bleu Blanc Cœur et agriculture biologique, si aujourd'hui le label AB souffre un petit peu, de vrai, et l'AOP, en fait, leur parle, ça a un sens pour eux. Et de goût, et le label rouge, en fait, évoque le goût à presque 80% d'entre eux. Alors, comment les SICO, comment toutes ces démarches, en fait, s'inscrivent dans leurs actes d'achat? Finalement, ce dont il faut s'apercevoir, et c'est vraiment, on va le voir, en fait, à mettre en corrélation, en fait, avec l'inflation et avec les arbitrages des consommateurs, c'est que malheureusement, ces produits dispersés, portés par beaucoup de produits, euh, finalement, ils ne sont pas dans les routines, ils ne sont pas nécessairement dans la liste de courses. Ils sont là, présents, en fait, pour apporter du plaisir, pour apporter de la gourmandise, pour apporter, bah, pas dans l'essentiel, hein, c'est l'achat supplémentaire qui satisfait. Le bio, finalement, contrairement à ce que beaucoup de gens croient, c'est que finalement, les aficionados du bio, vraiment le cœur de cible de la bio, c'est même pas 8%. Ceux qui ont vraiment fait un choix de vie, au-delà de effectivement, de mettre quelques produits dans son panier, ceux qui sont vraiment réguliers. Alors du coup, ceux qui vont en fait faire le choix du bio, ils ne sont que 53% à l'exprimer au travers d'un choix qui est impulsé par l'envie ou l'importance qui est donnée à cette catégorie-là. Sur cette catégorie-là, j'ai pas confiance, je choisis un produit bio. Finalement, ce message-là, il est aussi valable pour le label rouge et l'IGP. Les achats sont en majorité en fait occasionnels. Alors, comment les consommateurs, en fait, ils arbitrent? Ils arbitrent au sein de l'ensemble des promesses de mieux manger. J'ai même élagué, en fait, la liste parce qu'elle est plus longue, pour aller jusqu'à l'éthique. J'ai retenu, en fait, les plus significatifs. Et finalement, ce qui est le plus évocateur de mieux manger, ce qui est aussi que recherche le consommateur avec le fil conducteur qui est la santé, ce sont les produits sans. Il ne faut pas s'arrêter nécessairement au son nitrique, mais au sans, sans conservateur, liste courte d'ingrédients. Deux, il y a le bio, donc forte croissance à tous, enfin, croissance significative à plus 12,6 sur un an à fin août. Deux, le bio, mais voilà, ça c'est lié à ce qui est au questionnement qu'on a posé aux consommateurs. Pour vous, quels sont les produits qui sont le plus en lien avec mieux manger? C'est pas nécessairement lié en fait à leurs actes d'achat directement. Voilà. Après, effectivement, la notion de PME, on voit que c'est aussi important pour eux. Les produits de substitution végétaux, puisque le discours, effectivement, c'est le moins mais mieux. Finalement, ils répondent pas vraiment aux attentes des consommateurs, et en termes de praticité et en termes de coût. Donc, il n'y a pas de bénéfice coût et vraiment qui satisfait le consommateur. Et enfin, tout ce qui est MDD terroir est en recul à moins 3,8%. Bon, c'est pas très rose comme lecture. La difficulté, c'est que les crises, en fait, vont renforcer, en fait, finalement, cette déconsommation des consommateurs. On va plutôt dans ce sens-là. Alors, la crise sanitaire, elle a d'abord limité la mobilité. Si on devait à nouveau avoir confinement ou des limitations de déplacement, pas forcément, les consommateurs se rabattent vers le point de vente le plus proche de chez eux. Et souvent, effectivement, ça peut être un point de vente qui a une surface plus petite ou dans lequel oui, l'offre SICO n'est pas présente. Donc, on va vers effectivement une démarche de la sobriété qui est plutôt subie de la part du consommateur. Deuxième point, l'inflation des prix, elle renvoie en fait à un acte d'achat qui ne fait pas partie de l'essentiel, qui est de l'additionnel.
Donc il va aller contracter ses dépenses et vraisemblablement limiter son niveau de consommation selon l'euro kilo. 3e point, on a aussi de la part, de la distribution, des industriels et comment on va dire, l'écosystème de la bio s'en est ému, pas plus tard que ces jours-ci, avec, une alerte qui est sortie sur la réduction, le désinvestissement de la grande distribution vis-à-vis de la bio, avec la réduction, en fait, des assortiments. Donc ça aussi, c'est un point de vigilance et un point d'inquiétude potentiel. Et c'est valable aussi chez les transformateurs qui, potentiellement, donc les transformateurs de la charcuterie salaison, qui peuvent aussi être amenés à faire des choix, de production de référence, un petit peu comme ce qu'on a connu pendant la crise sanitaire, en laissant la part belle, en fait, aux lignes, avec des volumes associés plus importants versus ces petites lignes, plus les ruptures. Enfin, il y a les effets climatiques avec un petit peu, en fait, un amalgame vis-à-vis des, effets qui sont, supposés ou perçus vis-à-vis globalement des produits carnés. Donc ce qui se passe, c'est qu'on voit que les labels, en fait, orientent moins, le choix, d'un produit qu'auparavant et le consommateur est moins prêt à payer. Donc ça veut dire qu'on va plutôt vers une logique de dévalorisation. Ça touche aussi les classes aisées, ça touche aussi, en fait, les populations éduquées, donc ça touche tout le monde à des degrés divers. Et quand on fait, en fait, un récent sondage qui a été conduit en 2022 par, Kantar et Link You, on voit en fait qu'à la question «Un label me ferait choisir un produit plus qu'un autre», on perd en fait 4 points et est-ce que vous êtes prêt à payer plus cher pour un produit avec label? On perd aussi 4 points. En conclusion, en fait, on a, une multiplication en fait, donc des signes de qualité et les SIQO sont pénalisés par cette multiplication en fait d'offres. Donc effectivement, elles sont aussi challengées, elles se remettent en cause, elles revoient leur cahier des charges, elles réfléchissent, elles s'ajustent. Mais il y a aussi besoin d'une clarification de positionnement, donc ça veut dire que tous les acteurs doivent jouer, aussi le jeu dans cette démarche. Derrière, ça donne lieu à des SIQO qui sont un peu augmentés en mode 3D, mais finalement le consommateur il s'accommode. Il y a quand même un gros travail de pédagogie, puis par quoi en fait on commence la lecture. Il faut rassurer, il faut redonner en fait des points de validation sur du vrai, dans un climat global de défiance. Il faut expliquer, et redonner du goût et générer du plaisir, c'est-à-dire parler au cerveau gauche, à l'émotionnel et redonner du sens. Et au global, en fait, il y a besoin de beaucoup d'accompagnement sur le bien manger parce que le consommateur, il est un peu perdu, un peu beaucoup. Donc, finalement, ce contexte économique et inflationniste, il interroge beaucoup, en fait, sur la part des SIQO. Est-ce que ce sont des niches dans un paysage, effectivement, de la distribution qui va continuer, en fait, à se fragmenter? Heu, quels sont les bons circuits? Est-ce qu'il faut, soutenir effectivement les circuits dits spécialisés de l'artisanat qui souffrent quand même depuis assez longtemps? Est-ce qu'il faut soutenir la vente directe qui aussi est, à sa façon en fait un levier, parce qu'elle accompagne aussi le consommateur? Est-ce qu'on va à l'opposé vers une standardisation des signes de qualité? À l'image de ce qui peut se passer en fait, dans une certaine mesure en fait, pour le bio en Allemagne, qui est le 1er pays en fait, qui commercialise des produits bio, en Europe. Est-ce qu'on a de l'autre côté la recherche de débouchés à aller chercher et qu'on peut aller, imaginer une excellence en fait qui pourrait s'exporter?